Donc, je vais vous faire une conférence qui s'intitule « Penser la peinture, peindre la pensée ». Voilà, donc cette conférence s'intitule « Penser la peinture, peindre la pensée ». Et pour ceux qui ne savent pas, ça va expliquer pourquoi je suis passé de l'écriture de la littérature, j'ai écrit des livres pendant 20-25 ans et je continue d'écrire, à des œuvres comme celle-ci, les grandes œuvres qui sont là. Ça, c'est les œuvres de Max, évidemment, et ces trois derrière moi, celles qui sont là, et les autres qui sont dans les deux alcôves, voilà. Qu'est-ce qui fait qu'un écrivain passe de ça à ça? Que je sois ces dernières années passé de l'écriture à la peinture, tout en abritant mon écriture dans ma peinture, n'est en rien un hasard. J'ai toujours apprécié les peintres. Spontanément, je les ai considérés comme les alliés tacites de ma littérature. En ce qui me concerne, ni écrire ni peindre ne sont des occupations de divertissement. Écrire et peindre participent de la méditation, cette extase pure, entre guillemets, du chinois au cœur limpide et fin qu'évoque Mallarmé dans son merveilleux sonnet « Là de l'amer repos », où le poète est assimilé à un esthète asiatique. À partir de 20 ans, commençant à considérer la littérature avec sérieux, comprenant qu'elle m'expliquerait les énigmes du monde mieux que toute autre forme de discours, je me pris aussi à beaucoup contempler les tableaux, tous les tableaux, ceux des musées parisiens et des pays étrangers qu'il m'arrivait de visiter, toutes les reproductions des catalogues et des livres d'art qui pouvaient passer sous mes yeux, de tous les temps et de tous les lieux, depuis les cavales pariétales de Lascaux jusqu'aux ultimes gravures érotiques de Picasso. Jamais d'art contemporain. Ne me demandez pas pourquoi, ce qui ne signifie pas que je ne connais pas la réponse. Comme si les musées classiques, dans leur ensemble cosmopolite désordonné et épars, étaient une vaste arche de Noé polychrome chargée de sauvegarder la pure beauté du monde. La pure beauté du monde, c'est exclusivement celle de la nature. Les plantes, les paysages, les animaux, les cieux, les astres, les phénomènes atmosphériques, et les humains, bien entendu, qui font partie intégrante de la nature, comme le transmettent toutes les grandes spiritualités. Dans le judaïsme, la beauté de la création, dont témoigne avec une grâce inouïe le Cantique des Cantiques, par exemple, est le reflet de celle de Dieu, dont une séphira, une des 10 émanations, ne se nomme pas pour rien Tiferet, splendeur. Le Talmud nous apprend dès lors qu'il faut bénir Dieu lorsqu'on voit un beau paysage ou un bel animal ou une personne d'une exceptionnelle beauté pour la première fois. Et voici cette bénédiction. Si quelqu'un a vu, c'est cette explication du Talmud, si quelqu'un a vu de belles créatures ou de beaux arbres, il doit dire « Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, roi du monde, qui en a de tels dans son monde. » Certains commentateurs précisent qu'en récitant cette bénédiction, nous remercions Dieu de nous avoir accordé le plaisir de voir une telle beauté. Selon d'autres, cette bénédiction n'est pas récitée en raison d'un plaisir sensoriel, elle affirme plutôt que la beauté reflète la gloire de Dieu. J'ai donc toujours conçu la peinture comme forme de la prière, pour paraphraser Kafka, et dès lors les peintres comme des grands prêtres chargés par leur chef-d'œuvre de sauver la pure beauté du monde. Car cette pure beauté du monde, qui infuse les artistes depuis toujours, les humains, abrutis de calculs et déchaînés d'omnipotence technique, s'acharnent à la souiller, l'agresser, la meurtrir et désormais la détruire. Tout périt, constatait tristement Gauguin déjà en 1900 dans un texte au titre ironique, Doux progrès, après avoir vu se répandre sur Tahiti le ravage des hordes civilisées, entre guillemets. J'ai eu la chance de connaître et de pratiquer le Vieux Louvre, dont la visite était gratuite le dimanche, avant sa métamorphose en un atroce tétraèdre commercial. J'y allais quasiment chaque semaine, j'entrais par la porte Jaugeard pour éviter les files de visiteurs, et 2 heures durant, je m'imbibais de peinture. Je prenais des notes, résumais chaque tableau de chaque salle par écrit, comme s'il s'agissait de rendre en mots ce que l'âme captait par le truchement de l'œil. Lorsque j'ai eu une première caméra vidéo, j'ai fait une tentative pour continuer mon catalogue personnel portatif, mais ça n'allait pas. Les mots manquaient. Ouvrir les guillemets, le fonctionnement d'une machine est une chose, explique Paul Klee. Le fonctionnement de la vie est autre chose. De mieux, la vie crée et se reproduit. Quand donc une machine usagée a-t-elle eu des petits? Tout, autour de moi,
était déjà en train de s'abîmer vers l'abominable chaos brûlant qui nous sert d'époque. Les touristes, ineptes et interloqués, passant courbés en deux d'une étiquette à l'autre comme s'il s'agissait d'éviter le feu du jugement que la peinture portait inévitablement sur eux. Les gardiens aigris, agressifs, désœuvrés, les travaux en vue de l'inqualifiable pyramide et de l'immonde centre commercial, le brouhaha des troupeaux de visiteurs troublant toute contemplation. Tout cela me donnait un peu l'impression, avec mes feuillets de notes manuscrites, d'être l'imperturbable copiste solitaire d'Hubert Robert dans la grande galerie en ruine. C'est un tableau célèbre d'Hubert Robert. Mais j'étais passionné par la consubstantielle connivence que je pressentais entre l'univers des mots et celui des couleurs, entre l'invisibilité du verbe et celle, paradoxale, à partir de quoi la peinture, pensant sa propre pratique, pratiquait sa propre pensée. Comme l'exprime Gauguin, qui a par ailleurs inventé la merveilleuse expression reprise plus tard par Claudel, « l'œil écoute », pour moi, le grand artiste est la formule de la plus grande intelligence. À lui arrivent les sentiments, les traductions les plus délicates et par suite les plus invisibles du cerveau. Fin de la citation. Paul Klee ne pensait pas autrement lorsqu'il dit « L'art ne reproduit pas le visible, il rend visible ». Et ailleurs, comparant l'écriture et le dessin, il évoque quasiment une commune transsubstantiation entre l'écriture et la peinture. Je vous cite Paul Klee. « Certes, les moyens idéaux ne sont pas dépourvus de matière, sinon on ne pourrait pas écrire, entre guillemets. Quand j'écris le mot vin avec de l'encre, celle-ci ne tient pas le rôle principal, mais permet la fixation durable de l'idée de vin. L'encre contribue ainsi à nous assurer du vin en permanence. Écrire et dessiner sont identiques en leur fond. » Fin de la citation. Cette invisibilité qui précède tout visible, comme le Père irreprésentable précède, entre guillemets, le Fils incarné, pour le dire en termes catholiques, elle ne s'oppose pas davantage au visible que l'ombre ne s'oppose au soleil. Le visible atteste l'invisible. Comme dit Heidegger, l'ombre est le témoignage aussi patent qu'impénétrable du radieux en son retrait. Ce dont les invisibilités du verbe et de l'art se distinguent, c'est l'image, la commensurable reproductibilité technique, ce que Walter Benjamin nomme la reproduction mécanisée. Cette Weltanschauung oculaire totalitaire, née avec le daguerréotype et déployée à outrance en 2 siècles, jusqu'à l'abjecte omniprésence numérique contemporaine. J'étudiais donc cette connivence, d'une part dans les grands textes consacrés aux grands artistes, le Van Gogh d'Artaud, le Manet de Bataille, les études de Baudelaire sur Delacroix, celles de Proust sur les cathédrales, le Rodin de Rilke, etc. D'autre part, en lisant les textes des grands peintres, le journal de Delacroix, les écrits d'un sauvage de Gauguin, la théorie de Klee, les pensées de Rodin, les propos de Picasso, la correspondance de Van Gogh. Et je pus constater, d'une part, qu'ils étaient tous, sans exception, d'excellents écrivains, c'est-à-dire des penseurs hors pair de leur art, et qu'ils envisageaient à peu près tous, comme moi, une consubstantielle complicité entre la plume et le pinceau. Certes, Delacroix, dans son journal, s'il compare l'écriture et la peinture au détriment de la première, ne peut s'empêcher, pour manifester cette infirmité du verbe sur la couleur, de démontrer par l'absurde, en somme, à quel point il est lui-même un merveilleux écrivain. Je vous cite Delacroix. Le poète se sauve par la succession des images, le peintre par leur simultanéité. Exemple. J'ai sous les yeux des oiseaux qui se baignent dans une petite flaque d'eau qui se forme quand il a plu sur le plomb qui recouvre la saillie plate d'un toit. Je vois à la fois une foule de choses que non seulement le poète ne peut pas même mentionner, loin de les décrire, sous peine d'être fatigant et d'entasser des volumes pour ne rendre encore qu'imparfaitement. Notez que je ne prends qu'un instant. L'oiseau se plonge dans l'eau. Je vois sa couleur, le dessous d'argent de ses petites ailes, sa couleur, alors Delacroix ici se répète, peut-être est-ce volontaire, sa forme légère, les gouttes d'eau qu'il fait voler au gros soleil. Ici est l'impuissance de l'art du poète. Il faut que de toutes ces impressions, il choisisse la plus frappante pour me faire imaginer toutes les autres. Je n'ai parlé que de ce qui touche immédiatement au petit oiseau, ou ce qui est lui. Je passe sous silence la douce impression du soleil naissant, les nuages qui se peignent dans ce petit lac comme dans un miroir, l'impression de la verdure qui est aux environs, les jeux des autres oiseaux attirés près de là, ou qui volent et s'enfuient à tire-d'aile après avoir rafraîchi leurs plumes et trempé leur bec dans cette parcelle d'eau, et tous leurs gestes gracieux au milieu de ces ébats, tels que les ailes frémissantes, ce petit corps dont le plumage se hérisse, cette si petite tête élevée en l'air après s'être humectée, 1000 autres détails que je vois encore en imagination, si ce n'est en réalité.
Il est en train de dire que écrire, c'est inférieur à la peinture. Il décrit un spectacle, il dit « je ne pourrais pas le décrire en mots », et il le décrit de manière tellement merveilleuse qu'il prouve le contraire de ce qu'il est en train de vouloir prouver. Je décidai de rendre le bien pour le mal, dans les intérêts du temps, mon premier roman paru en 93, en intitulant certains chapitres selon des descriptions de paysages qui n'étaient autres que ma mise en mots de certains ciels de Delacroix. Ainsi, de ce titre, inspiré d'une étude de ciel crépuscule datée de 1849, de Delacroix donc, jour de pluie, une brume orange clair fissurée de bleu masque le ciel gris-bleu, une flottille de nuages remplit le tiers de l'horizon, la proue d'un gigantesque vaisseau de suie amoncelle son immobilité sur le fond crémeux du ciel, 2 frégates le précèdent, un brick compact et un long destroyer qui effleure la colline turquoise, plate, striée comme un gisement de vert, de brun, de noir, d'orange et de mauve. Si Matisse, comme Delacroix, comparait plus volontiers son art à celui du musicien, Matisse écrit dans ses notes d'un peintre de 1908 « Tous mes rapports de ton trouvés, il doit en résulter un accord de couleurs vivant, une harmonie analogue à celle d'une composition musicale. » Van Gogh et Picasso s'en remettent naturellement à l'écriture. Pour ces deux-là, Van Gogh et Picasso, la connivence consubstantielle va de soi. Dans les années 20, au cours d'une soirée chez le duc et la duchesse de Beaumont, observant Proust parler au duc, Picasso confia à Jean Hugo, donc Picasso était présent à cette soirée où Proust était aussi présent, « Regarde-le », dit-il à son ami Jean Hugo. Il dit « Regarde Picasso en train de parler au duc. Regarde-le, il est sur le motif. » Et vice-versa, parlant de lui, Picasso, « Dès que j'ai eu quelque chose à dire, je l'ai dit de la manière dont je pensais qu'il fallait le dire. » Il parle de sa peinture. Hein. Pour Picasso, peindre n'est pas montrer. À la lettre, ceux qu'il crée ne regardent que lui. Chaque tableau est une fiole de mon sang, dit-il. Et ce n'était pas une métaphore. Je ne fais jamais un tableau comme une œuvre d'art, disait-il aussi. Sa peinture est un acte de guerre, déclaré, j'allais dire un acte de glaive, est un acte de guerre, c'est une métaphore qu'il utilise, hein, la guerre. Sa peinture est un acte de guerre déclaré contre toutes les autres interprétations usuelles du monde. Lorsqu'il parle de son art, de ce qu'il a à dire, il ne fait aucune différence avec le geste de l'écrivain, qu'il était aussi par ailleurs. Une peinture est une machine à imprimer la mémoire, dit Picasso, ou la peinture est un mode de vie. Ce n'est pas un processus esthétique, explique-t-il encore après sa découverte éblouie de l'art nègre. C'est une forme de magie qui s'interpose entre l'univers hostile et nous, une façon de saisir le pouvoir en imposant une forme à nos terreurs comme à nos désirs. Toutes ces déclarations pourraient être d'un écrivain. Je peins comme d'autres écrivent leur autobiographie, toujours Picasso. Mes toiles, finies ou non, sont les pages de mon journal, et en tant que telles, elles sont valables. Et carrément, si j'étais né chinois, je ne serais pas peintre, mais écrivain. J'écrirais mes tableaux. Lorsque Van Gogh lit King Lear de Shakespeare, il compare spontanément Shakespeare à un peintre. Mon Dieu, comme cela est beau, Shakespeare. Qui est mystérieux comme lui? Sa parole et sa manière de faire équivaut bien tel pinceau frémissant de fièvre et d'émotion. Mais il faut apprendre à lire, comme on doit apprendre à voir et apprendre à vivre. Et réciproquement, lorsqu'il contemple la nature, c'est une magnifique image scripturaire qui lui vient spontanément. Les jardins et les champs sont entourés de haies de ronces comme chez nous, dans le Brabant, de taillis et de buissons de chênes, et en Hollande, de saules étêtés. La neige qui est tombée ces jours derniers donne à l'ensemble l'aspect d'une feuille de papier blanc couverte d'écriture, telles les pages de l'Évangile. Il ne s'agit pourtant en rien d'une comparaison. Dans son tableau de 1885, Nature morte avec Bible ouverte, peint quelques mois après la mort de son père, Van Gogh donc, la Bible est déployée sur Isaïe 53, le chapitre consacré à Ishmachovot, l'homme de douleur. Et un livre de Zola, La joie de vivre, est posé à côté de la Bible. Pourtant, hormis ces deux références presque antithétiques, le chapitre d'Isaïe où il est question de l'homme de douleur et la joie de vivre de Zola, dans le même tableau, vous connaissez tous ce tableau de Van Gogh, la Bible comme ça ouverte sur un lutrin où il n'y a aucun mot, il n'y a que des taches de couleur qui figurent le texte de la Bible. À part le titre de Zola et le titre Isaïe 53. Hormis ces deux références presque antithétiques, donc, aucun mot n'apparaît. À la place des paroles du prophète, ce sont des touches de couleur qui parsèment l'écriture sacrée. C'est que pour Van Gogh, peindre, parler, écrire ou prier sont les multiples aspects d'une seule et même pratique.
Van Gogh, on le sait, s'enthousiasma pour l'esthétique asiatique, japonaise en l'occurrence, qui depuis 3000 ans ne distingue pas entre l'écriture et le dessin, le sens et le tracé, la gestuelle et la pensée. Il écrit à Théo, « Si on étudie l'art japonais, alors on voit un homme incontestablement sage et philosophe et intelligent qui passe son temps à quoi? À étudier la distance de la Terre à la Lune? Non. À étudier la politique de Bismarck? Non. Il étudie un seul brin d'herbe. Mais ce brin d'herbe le porte à dessiner toutes les plantes, ensuite les saisons, les grands aspects des paysages, enfin les animaux, puis la figure humaine. Il passe ainsi sa vie, et la vie est trop courte à faire le tout. Voyons, cela n'est-ce pas presque une vraie religion, ce que nous enseignent ces Japonais si simples, et qui vivent dans la nature comme si eux-mêmes étaient des fleurs ?» Fin de la citation. On notera que la Bible de Van Gogh est principalement ouverte sur le chapitre 52 d'Isaïe. C'est-à-dire, vous voyez ce tableau, vous l'avez en mémoire, on a la Bible de Van Gogh où il n'y a aucun mot, il n'y a que des taches de couleur qui figurent les mots. À droite, il y a marqué Isaïe 53. Donc toute la partie à gauche, c'est Isaïe 52. Et il faut le savoir, puisqu'il y a marqué que Isaïe 53 à droite. C'est les seuls mots qu'on peut définir. Et la joie de vivre de Zola. Donc elle occupe, le chapitre 52 d'Isaïe, logiquement, occupe plus de 3 colonnes sur les 4 éployées, 2 colonnes par page, et que ce chapitre 52, qui précède celui de l'agneau qu'on mène à la boucherie, ça c'est le chapitre 53, est au contraire consacré à la jubilation de Sion, libérée de sa captivité. Et l'on réfléchira dès lors à la conclusion du propos de Van Gogh sur la vraie religion, ce sont ces mots des Japonais, ouvrir les guillemets, on ne saurait étudier l'art japonais, il me semble, sans devenir beaucoup plus gai et plus heureux, et il nous faut revenir à la nature malgré notre éducation et notre travail dans un monde de conventions. La sagesse et le bonheur consistent à être dans la nature, non comme un empire dans un empire, pour reprendre Spinoza, mais comme une fleur parmi les fleurs, ou, selon Bataille, à propos des animaux, qui sont dans le monde comme de l'eau à l'intérieur de l'eau. Bataille, qui écrit également du portrait de Mallarmé de Manet, ce portrait signifie, 2 points, il signifie ce que signifie Mallarmé. Ce qui compte n'est pas le statut de l'œuvre, texte ou peinture, c'est le geste chamanique de la création. Et créer, c'est penser, comme le signale l'étymologie du premier mot de la Torah, Bereshit, qui a partie liée avec Rosh, la tête. Picasso l'avait compris mieux que quiconque. Concernant ses poèmes sans ponctuation, il expliquait à Sabartès qu'il ne s'agissait pas tant de faire des récits ou d'écrire en un seul mot des sensations, que les suggérer par la sonorité des mots. Ils ne sont pas pris comme moyen d'expression, mais ils s'expliquent d'eux-mêmes, à la manière dont il se sert, donc c'est Sabartès qui parle de Picasso, donc Picasso se sert parfois des couleurs en les posant sur la toile sans intention narrative, c'est-à-dire sans dessein d'imiter la forme d'un objet réel. Ce n'est donc pas un hasard si, en 2001, j'ai composé un roman intitulé « Noir et la beauté » qui évoquait la rencontre entre une femme et un homme de couleur, entendez, une africaine et un peintre. Dans ce livre, le peintre ne médite qu'en termes de touches et de couleurs, lesquelles sont l'autre face des mots dont l'écrivain qu'il symbolise use pour le dépeindre. L'écrivain, c'est moi, le peintre, c'est le personnage. Qu'on en juge. Le pinceau du temps est celui d'un maître. De légers cailloux s'accumulent dans le lit de la vie, son fil en est insensiblement perturbé, des ridules se dessinent çà et là à la surface diaphane des ans. Il est en train de se contempler dans le miroir, c'est le début du roman, et il s'aperçoit, comme tout être humain, qu'il a vieilli. Et il voit le passage du temps sur son corps par des petites traces sur son corps qui apparaissent, des ridules. Et il le décrit. Donc il fait une sorte d'autoportrait en mots. Des points, des poids, de sinueuses gouttelettes retouchent l'irréversible portrait. Quelle vanité étrange nous fait dire que le temps passe, comme si nous étions son critère, lui, notre éphémère visiteur. Le temps ne passe pas, c'est nous qui nous en allons. Ou plutôt, chacun est l'hôte de l'autre, ainsi que le permet l'ambiguïté du mot en français. Le corps est un réceptacle où le temps élit domicile à la naissance, s'échappant par bouffées inégales, la vie durant, s'évaporant en laissant les indices de sa fuite, le sillage centripète de son forfait, de l'épiderme au plus enfoui vaisseau sanguin. Peindre, c'est offrir un miroir à ces exhalaisons de soi, tendre un écran pour recueillir, comme le sensuaire, le témoignage d'une dissipation. La vraie matière du peintre n'a jamais été l'étendue. Un tableau réussi est une image mobile du temps.
une épreuve organique de cette essence étrange que nul ne retient en soi. La photo, la vidéo, le cinéma ne vous parlent que de l'espace. La porosité des corps leur échappe. La peinture, elle, est à l'écoute du temps, comme le démontrent avec une rigueur algébrique les inlassables autoportraits de Rembrandt. Mes excroissances de chair, c'est toujours le peintre qui parle en s'observant dans la glace, ma rousse ponctuation n'était que des bulles d'air du temps en train de se volatiliser, sûrement et délicatement, hors de moi. Elle témoignait que le fluide évocatoire qui alimente mon œuvre, de mes yeux à mes toiles en passant par mes doigts, n'est pas destiné à rester emprisonné dans mon corps. Il n'y avait rien de particulier à faire, juste en prendre bonne note, ce que je fis en travaillant toute la nuit à une tête de satyre inspirée du dessin de Michel-Ange au Louvre. Le satyre aux yeux mi-clos est figé dans son mouvement vers l'avant, assoupi dans sa propre énergie concentrée. La force d'inertie a projeté depuis l'intérieur de son crâne un sang épais, moelleux, bouillonnant, contre son faciès raboté comme s'il s'écrasait sur une invisible paroi. Son profil est injecté d'un désir sombre, un hâle qui irrigue de l'intérieur ses pommettes, ses maxillaires, ses tempes et ses arcades, le hâle du désir et de la pensée. Fin de la citation. 12 ans plus tard, donc 12 ans après avoir écrit ce roman consacré à un peintre, entreprenant rare, je ne me contentais plus d'écrire sur la peinture, j'écrivis la peinture en un immense roman graphique et plastique composé à la main de 100 œuvres distinctes. C'était mon premier projet qui a été exposé en 2016 à la Galerie Éric Dupont à Paris. C'était un roman graphique immense, diffracté en 100 œuvres d'art différentes. Des tableaux, des dessins, des vidéos, des photos, etc. Toujours avec de l'écriture uniquement dessus. Cela me prit 3 années de travail solitaire et acharné, sans avoir le sentiment de modifier ma pratique scripturale. Je fis ce que je savais faire, ce que je faisais depuis toujours. Écrire est un art. Écrire consiste à créer des traces, dessiner des symboles, combiner des bouquets de mots qui s'entrelacent pour faire éclore une sentence de sens. Ce n'est pas rien. C'est quelque chose de proprement magique, de chamanique. Dans la mystique juive, c'est ainsi que le monde fut créé. J'écris, je crée. Pour moi, ce que j'écris est vivant. L'une des particularités de Rare consiste à justifier théoriquement ce qu'il est visuellement. Cette apparente rupture qu'il représente, le roman détaillant minutieusement les raisons que j'ai eues de passer du monde de l'édition commerciale à celui de l'art contemporain. Voilà ce que j'écris dans ce roman graphique, donc. J'ai toujours dissocié l'écriture de la publication. Écrire, raturer, penser, comprendre, imaginer, créer, invoquer, cela n'a lieu qu'au moment où l'on est dans le temps et à l'écoute du temps. Tant que le phrasé palpite sous la main qui se meut dans l'écriture, puis la relecture, et les centaines de ratures et de modifications apportées au texte, quelque chose de vivant émane de vous, qui n'appartient qu'à vous, et que nul ne peut abîmer ni détruire. La question qui se pose à moi depuis que j'écris n'est donc pas tant liée à la publication, soit à la diffusion de ce qu'un homme au fond possède de plus intime, ses pensées déployées en mots, qu'à la méditation de ce qui m'arrive depuis ma naissance. Et ce qui m'arrive depuis ma naissance, et d'ailleurs depuis bien avant elle, que mes parents aient survécu à une tentative de génocide n'est pas anodin, c'est le monde. Ce qui m'arrive depuis ma naissance, c'est le monde. Écrire, pour moi, depuis toujours, c'est apprendre à lire le monde, non pour m'y insérer et y trouver ma place, mais pour mieux le combattre, au sens kafkaïen du combat. Peindre et écrire s'inscrivent dans le même mystère, celui du verbe fait chair. Il s'agit d'une pensée qui s'exprime depuis un corps par des mots, au même titre qu'elle pourrait s'exprimer par une gestuelle chorégraphique, une partition musicale ou des touches de couleur pour un peintre classique. Ainsi, la part que mon corps, par l'intermédiaire de ma main, prend à ce que ma pensée compose sur la page, cela a toujours été à mes yeux d'une importance fondamentale. D'où le caractère crucial de l'écriture manuscrite, à laquelle restent profondément attachées les grandes civilisations asiatiques, Chine, Japon, Corée, comme le judaïsme. Les rouleaux de la Torah, chose la plus sainte qui soit pour un juif, sont nécessairement écrits à la main par un pieux scribe. L'écriture est toujours talismanique. C'est un geste chamanique aux répercussions essentielles sur le cerveau et l'existence de celui qui s'y confronte. L'auteur en premier lieu, puis son bon lecteur, aux deux sens du mot bon, le lecteur sérieux et l'un parmi des myriades. Qu'on songe à ce que Rimbaud confie à Paul Démeny le 15 mai 1871. Le poète devra faire sentir, palper, écouter ses inventions. Si ce qu'il rapporte de là-bas a forme, il donne forme. Si c'est informe, il donne de l'informe. Trouver une langue. Cette langue sera de l'âme pour l'âme, résumant tout,
parfum, son, couleur, de la pensée, accrochant la pensée et tirant. Comme à peu près tous mes textes précédents, romans et essais, Rare participe d'une réflexion sur le visible et le lisible, et par conséquent aussi sur l'illisible. La prolifération des objets sur lesquels Rare fut composé est une manière d'insister sur l'immatérialité de l'écriture, sur son autonomie vis-à-vis des objets manufacturés, avec une considération un peu à part pour les instruments de l'écriture, bâton d'encre, pinceau, pastel, porte-plume et plume, etc., ligaturés sur l'œuvre même. Ainsi, lorsque j'ai utilisé une tablette électronique Samsung, elle revêtait le même statut indifférent et subalterne vis-à-vis de l'écriture que le paquet de pâte alphabet ou le papier journal, parce que j'ai fait une page en pâte alphabet Panzani et une page avec une tablette Samsung que j'ai collée sur l'œuvre et où il y a une vidéo qui tourne en boucle. C'est du pareil au même. Du point de vue de l'œuvre qui se crée, c'est pareil. L'écriture biffe l'objet de consommation, elle efface la marchandise et annule en un sens le règne rageur et ravageur de l'économie moderne. Rare entend parachever une sorte de circularité idéale, peut-être un enso, comme dans la calligraphie japonaise, où la forme et le fond ne feraient qu'un, où le roman déploierait sa propre conception, rejoindrait sa propre généalogie, raconterait ce qu'il est et serait ce qu'il raconte. Parce que ce roman qui se déploie en 100 œuvres d'art, il parle du fait que l'écriture va devenir art. Il parle de ce qu'il est. C'est un roman qui raconte la métamorphose dans la vie d'un écrivain, depuis l'écriture jusqu'à l'art plastique. Et ce roman, c'est 100 œuvres d'art plastique. C'est pour ça que je parle d'une circularité idéale. Cette idée d'une œuvre d'art où le fond et la forme ne se distingueraient plus n'est chez moi pas nouvelle. En avril 1993, il y a 26 ans, j'en avais 30, lors d'une interview portant sur Louis-Ferdinand Céline, à qui je venais de consacrer un essai paru chez Gallimard, j'évoquais Proust et la question du style. Proust écrit dans Contre Sainte-Beuve: « La matière de nos livres, la substance de nos phrases doit être immatérielle, non pas prise telle qu'elle dans la réalité, mais nos phrases elles-mêmes et les épisodes aussi doivent être faits de la substance transparente de nos minutes les meilleures, où nous sommes hors de la réalité et du présent. C'est de ces gouttes de lumière qu'est fait le style et la fable d'un livre. » Fin de la citation. Le style n'est pas la forme. C'est un geste de la main dans le sillage duquel surgit immédiatement le fond, exactement comme en peinture où la forme colle au fond, où le pinceau s'écrase sur quelques millimètres d'épaisseur de toile tendue à fond pour abîmer le regard dans les volumes d'une vertigineuse vision des profondeurs. Le style est l'arabesque de la pensée elle-même. C'est une interview que j'ai donnée donc en 93, où je ne pouvais pas imaginer que j'allais devenir artiste contemporain, et où je parle du style de l'écrivain et où je le compare déjà au pinceau au geste, à la gestuelle du pinceau sur la toile. Rare se termine par une allusion à l'invisibilité du verbe, au solitaire tacite concert, c'est une citation de Mallarmé, de la voix intérieure de l'auteur que le lecteur écoute en lisant les mots tracés sur l'œuvre qu'il contemple. C'était une manière inconsciente d'introduire à mes talismans de mots, c'est ça, mes talismans de mots, où le sens se scelle sous son propre tracé sans pour autant s'abolir. On trouve dans le Zohar une splendide distinction entre la prière classique à voix haute et la prière sans voix, dit le Zohar. Ouvrez les guillemets. Qui fait entendre sa voix pendant la prière n'est pas entendue. Pour quelle raison ? Parce que la prière n'est pas la voix qui se fait entendre, car la voix qui se fait entendre n'est pas la prière. La prière, continue le Zohar, trouve sa source dans une autre voix, une voix silencieuse, dont seule la discrétion se fait entendre. Le verset biblique qui sert à justifier cette assertion est la prière silencieuse de Hana en hébreu, dans le livre de Samuel. C'est en 1 Samuel 1,13. Mais Hana, elle, parle en son cœur. Seules ses lèvres bougent, sa voix ne s'entend pas, et Élie la pense ivre. Comme toujours dans la pensée juive, les distinctions conceptuelles se fondent sur des jeux de la graphie hébraïque. Ainsi, ici, le Zohar fait la part entre deux manières possibles, en hébreu, d'écrire le mot « kol », voix, avec ou sans le « o », le son « o », en l'occurrence la lettre « vav », située entre le kouf et le lamed. Donc le mot « voix » en hébreu se dit « kol », on peut l'écrire de deux manières, avec le « ke », kouf, le « vav », o, et le lamed, ou que le « kof » et le lamed. Et on rajoute la voyelle, un point voyelle qui signifie le haut, en haut. Ça s'entend de la même manière, mais ça ne s'écrit pas de la même manière.
Par exemple, dans le verset, la voix se fit entendre, en Genèse 45,16. Ve'akol nishma beit Pharaon, qui signifie en fait le bruit se répandit dans la maison de Pharaon, on est dans la Genèse, pour dire le bruit s'était répandu à la cour de Pharaon. Le mot kol est sans vav. Donc quand c'est la voix sonore, on enlève une lettre. Il n'est pas indifférent de savoir que le mot kol, voix, écrit sans haut, se prononce alors kal, se chargeant d'une signification corollaire, mais un peu différente de celle de la voix. Kal, c'est ce qui est léger, comme le souffle qui s'exhale des lèvres bavardes, rapide, voire frivole. Donc, kal. Kala, la fiancée, oui. Ah, mais ça ne s'écrit pas avec la même lettre. C'est écrit avec un kaf. C'est une autre orthographe. Kala, la fiancée. Là, c'est kal pour dire la légèreté. Donc, lorsqu'on parle d'un bruit qui se répand à la cour de Pharaon, on emploie le mot voix écrit sous la forme de la légèreté. C'est-à-dire c'est un bruit vain, c'est du bavardage. Alors qu'à propos de la prière silencieuse de Hana devant le prêtre Élie, le vav prononcé haut est inscrit. Il y a donc une lettre en plus, laquelle témoigne pour le silence. C'est la prière, dit le Zohar, qu'exauce le Saint béni soit-il, quand elle est faite avec ferveur et concentration, avec une exactitude, en hébreu exactitude se dit tikuna, de même racine que tikkun, qu'on a traduit par réparation, mais qui veut dire aussi exactitude, une exactitude appropriée, et dans le but de réaliser l'union de son maître convenablement chaque jour. Vous comprenez pourquoi tout cela me parle, et comment en un sens cela parle aussi de mon propre travail actuel, qui a succédé à Harare depuis 3 ans, où le tracé tait la signification, tait du verbe taire. À cet égard, il n'est pas indifférent de connaître la double signification du mot prière en hébreu. Tsela, dont la racine est tsal, c'est-à-dire l'ombre, au sens de la trace paradoxale que laisse le soleil sur le gnomon, mais aussi au sens de l'ombrage, soit de ce qui dissimule et préserve. Mon travail actuel tente de répondre à la question que pose Dostoïevski dans l'Idiot, lorsqu'Hippolyte contemple chez Rogojine le tableau du Christ mort de Hans Holbein le Jeune. Est-il possible de percevoir dans une image ce qui n'a pas d'image, demande-t-il. Est-il possible de percevoir dans une image ce qui n'a pas d'image? Dans mes tableaux, mon écriture est rendue illisible en sa calligraphie même. L'écrit est là, il s'exhibe, mais nul n'est plus en mesure, en contemplant le tableau, de le décrypter. Mon écriture se montre d'autant plus volontiers que le sens de mes phrases reflue, se dissout et se dissimule dans cette manifestation même. Pour autant, je ne perds jamais de vue ma littérature dans ma pratique artistique, puisque celle-ci consiste à transposer ma prose en peinture. Je préfère le terme de transposition à celui de métamorphose, ou à celui de représentation. Dans mes tableaux, il s'agit bien de mon écriture manuscrite, sans plus d'après ni de transformation que dans ma correspondance à la main. Ma subjectivité ne porte donc pas sur la calligraphie, la forme des lettres et des mots transposés sur la toile. Elle concerne la disposition des lignes d'écriture, leurs entrelacs, qui finit par absorber et dissoudre la lisibilité du texte pour faire de celui-ci son propre palimpseste pictural. Ce que mon travail tâche de mettre en évidence, à l'œil nu, entre guillemets, c'est l'idée abstraite qu'écrire n'est pas donner à voir, de même que lire un texte imprimé ne se réduit pas à le regarder. Si je devais résumer ma pratique artistique en une formule paradoxale, je dirais que mes tableaux donnent à voir le fait qu'il n'y a en littérature rien à regarder. Tel est ce que je qualifie d'invisibilité du verbe. Écrire n'est pas davantage exhiber que lire ne revient à regarder. On l'a un peu oublié car les deux domaines, le lire et le voir, ont eu tendance à s'amalgamer depuis longtemps, en Occident du moins, des enluminures médiévales aux bandes dessinées contemporaines, sans parler de l'invasion des smileys et autres grotesques cartoons cybernétiques, absurdement qualifiés d'icônes, tant la volonté de souillure culturelle est sans limite, par quoi l'image a littéralement pris possession de l'écrit. Pourtant, qu'on y songe, un aveugle peut parfaitement lire Hamlet, sa lecture tactile ne sera en rien inférieure en profondeur et méditation à celle d'un voyant parcourant Shakespeare du regard sur une page imprimée. De même, si l'on vous récite Hamlet, vous le lisez à l'oreille sans en perdre un iota de sens, y compris en fermant les yeux. La réciproque n'est pas vraie. La plus précise description orale ou écrite d'un tableau de Rembrandt ne pourra jamais se substituer à sa contemplation visuelle directe, sans parler d'une photographie de Walker Evans ou d'un film de Pasolini. Ma recherche graphique n'est donc en rien une innovation passagère pour moi. C'est en quelque sorte de la pensée, la mienne, avec toutes ses interrogations et ses questionnements déjà anciens, rendus esthétiquement contemplables. C'est le premier point, il conditionne tous les autres.
Pour désigner le geste qui compose mes tableaux, je préfère le mot de sillage à celui, par exemple, de hiéroglyphe, comme chez D'Autremont, ou de contre-écriture, ou de calligraphie abstraite, comme chez Michaud. La métaphore du sillage est déjà présente dans l'œuvre par laquelle s'achève Rare. Tracé par moi sur le dos d'une jeune femme, prise ensuite en photo, le texte résonne dans le crâne du spectateur qui, contemplant la photo, peut, par un effet d'abîme, méditer son interprétation inscrite sur le dos du modèle. Or, ce texte précisément fait allusion au sillage et à l'invisibilité de l'écriture. Je vais vous lire ce texte. Donc, c'est la dernière page de Rare, le projet dont je viens de parler, l'immense roman graphique. C'est une sorte de manuscrit géant, c'était mon premier projet qui a précédé ce style de tableau. La dernière page, la page chant, c'est la fin du roman, c'est un roman imprimé de 300 pages, donc c'est un gros roman. Il se termine par une sorte de conclusion dans lequel je parle à celui qui est en train de regarder la photo. La photo, c'est une photo de taille quasiment humaine, où on voit une jeune femme nue de dos, et le texte est écrit par moi à la main, en couleurs, de plusieurs couleurs, sur son dos. Et le texte parle à celui qui est en train de regarder la photo. Et voilà ce que dit le texte en partie. Ce qui surgit entre nous, cette pensive transmission de temps depuis mon ici et maintenant jusqu'au vôtre, c'est ce que j'appelle l'invisibilité de l'écriture. Et plus loin, contrairement aux apparences, le personnage principal de Rare n'est donc pas Ace Z, c'est l'écriture. Dispersée de page en page en un cohérent chaos coloré, elle compose un manuscrit immense avec ses repentirs, ses esquisses, la grâce arachnéenne de son réseau de ratures, l'imprévisible inventivité de ses couleurs, l'imprévisible inventivité de ses coulures, comme le singulier sillage d'un navire que nul n'aura jamais vu et sur lequel pourtant vous comme moi, chacun dans son propre ici et maintenant, sommes embarqués. Donc celui qui écrit, qui est dans son ici et maintenant lui parce qu'il est en train de créer l'œuvre, il parle à celui qui plus tard la contemplera dans un musée ou chez le collectionneur par qui elle a été acquise depuis. Donc on est dans le temps et en même temps on n'est pas dans deux temporalités différentes. Et en tout cas, vous avez compris que ce que je veux dire, c'est que déjà j'étais profondément interrogé par la question de l'invisibilité et du visible, du regard et de l'écriture, et de ce qui se trame entre les deux. Les deux faces de l'œuvre, le texte et l'image, sont ainsi combinées, mais l'une ne s'est pas encore dissoute en l'autre, comme avec la série Jouissance du temps de 2017, c'est la série de 12 œuvres qui a précédé cette série-là, donc qui suit mon roman graphique et qui précède cette période-là, mais où c'est déjà devenu de l'illisible. Elle a été exposée à San Francisco en 2018 à la galerie Modernisme Ouest, où chaque tableau est le sillage de l'écriture de la nouvelle qui lui donne son titre. C'était des nouvelles de moi qui étaient parues quelques années plus tôt. Chaque nouvelle a donné lieu à une œuvre où tout le texte de la nouvelle est intégralement reproduit, mais de manière qu'on ne peut plus la lire, à la main et illisible. Désormais, le sillage est devenu prépondérant, ultime témoin du tracé de mes phrases. Au cours de la navigation de ma main sur la toile, le sens du texte est repassé au second plan, celui précisément de son invisibilité, qui est en réalité son premier plan initial. Il m'est arrivé aussi de recourir à la métaphore des mandalas tibétains, pour la raison que les moines tibétains effacent et dissolvent leurs magnifiques figures de sable coloré aussitôt leur composition achevée. Cette dissolution, cet effacement, cette mise en retrait sont le sujet de ma recherche. Mais je pourrais aussi bien évoquer la Kabbale et l'importance ésotérique des blancs du texte de la Torah entre les mots et les lignes, où se joue une profonde oscillation entre les parts visibles et invisibles du texte, ce que rend la belle formule mystique « feu noir sur feu blanc ». Autre remarque importante. Mes textes traitent chacun à sa manière de la question de l'illisibilité fondamentale de la littérature. Cet irréductible noyau de sens qui ne se consomme ni ne se consume à la lecture, tel est ce qui rend la grande littérature immortelle et permet, après plusieurs millénaires, de continuer de déceler des significations inédites chez Homère ou dans la Bible. Dans mes livres, comme dans mes tableaux, ma recherche porte sur ce qui échappe, ce qui se dissimule, ce qui se retire, ce qui s'enveloppe d'énigmes à la lecture, davantage que sur ce qui est universellement compris et admis. Dissoudre la frontière entre la littérature et l'art consiste dès lors pour moi à manifester à l'œil nu cette dissolution, démontrant que l'écriture est bien un des beaux-arts. Redisons-le, cela n'aurait étonné ni Proust ni Picasso. Le premier, Proust, à la fin de sa vie, répondant à un journaliste qui lui demandait quel métier manuel il aurait choisi s'il n'avait pas été écrivain, répondit
Vous faites entre les professions manuelles et spirituelles une distinction à laquelle je ne saurais souscrire. L'esprit guide la main. Picasso, pour sa part, affirma strictement la même chose depuis l'autre côté du miroir. La peinture est un jeu d'esprit. Redisons-le aussi, l'essence hybride de l'écriture est une évidence en Asie, en Chine, au Japon, en Corée, où la merveilleuse tradition calligraphique demeure vivante, à la fois fidèle à elle-même et inventive depuis des siècles. Cette essence hybride consiste à penser le geste de la main sur la feuille comme une activité à la fois esthétique et spirituelle, et pas seulement comme un outil de communication. Que l'écriture soit belle à regarder, et que cette beauté reste indépendante du sens qu'elle transmet, c'est ce que ressent tout occidental un tant soit peu raffiné devant une œuvre de calligraphie asiatique. Tel est ce que je cherche à atteindre, une sorte d'effraction esthétique simplement avec des mots, sans que l'acception de ces mots n'y soit pour rien, mais sans non plus que le tableau soit dissociable dans son mystère de la signification des phrases qui s'y trouvent scellées. Je vous remercie.